Yo Fox, j'espère que vous allez bien. Si ça va pas, rappelez-vous que le Christ est mort pour vous. Vous n'avez plus le choix que de vivre parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est mort pour vous en fait. Aujourd'hui, j'aimerais simplement parler, pour faire suite en tout cas à mes deux précédentes vidéos, de la prévention en fait. La prévention pour éviter ces actes immondes qui sont les viols, les agressions sexuelles et tout autre type d'abus, en tout cas physique, sexuel. Je pense que qu'il n'y a pas 40 000 façons de prévenir ces actes-là, si ce n'est que éduquer vos enfants à la sexualité, en fait. À un moment donné, il faut s'asseoir avec ses enfants et parler de la sexualité pour que ce sujet-là ne soit plus tabou. Un enfant qui est ouvert sur le sujet de la sexualité, qui en a parlé avec ses parents, qui pour lui, la sexualité n'est pas un sujet tabou, qui vit ou à un moment donné est emmené à traverser, à subir des agressions sexuelles, aura certainement plus de facilité et plus confiance à se fier à ses parents ou à qui de droit concernant ces faits-là qu'une personne qui n'a pas cet environnement-là de confiance en fait. Ça doit commencer dès l'âge d'enfant, ok? Et il faut certainement adapter le langage selon les périodes de la vie ou les catégories d'âge. C'est important, je pense, de dire à un enfant, de faire comprendre à un enfant que personne n'a le droit de toucher son corps, et ça, peu importe les parties, euh, de façon à ce qu'elles soient mal à l'aise. Je pense que quand il faut faire comprendre à nos enfants que si une personne te touche d'une façon qui te met mal à l'aise, il faut que tu le dises, que ce soit papa, que ce soit maman, que ce soit ton frère, que ce soit ta sœur, que ce soit tonton, ou qui sais-je, en tout cas, il faut que tu le dises. Ainsi, si un enfant, par exemple, lors d'un bain, il y a sa maman ou son papa qui, en l'habillant ou en l'essuyant, je sais pas, pose un geste qui met mal à l'aise votre enfant, du fait que vous l'ayez éduqué dans le sens de s'exprimer sur ses ressentis, viendra se confier à vous, à papa ou à maman, pour lui dire, voilà, écoute, maman, l'autre fois, quand papa m'a lavé, en m'essuyant, il m'a essuyé de telle façon et j'étais pas très à l'aise. Vous, en tant que maman, euh, vous allez aller avoir cette conversation-là avec votre mari ou votre conjoint pour lui faire comprendre que voilà, votre fille est venue vous se confier à vous, en vous disant que ben, quand lui il lui a fait la toilette, qu'il a posé un geste qui a mis mal à l'aise votre fille en fait. Et à ce moment-là, avoir une discussion avec le papa. Puis s'il faut, le papa s'excuse auprès de l'enfant. Vous mettrez dans la tête de l'enfant que il a des alliés en fait. L'enfant va se dire, ok, moi j'ai parlé à maman de quelque chose. Maman a réagi et la personne qui était en faute, en tout cas la personne de qui je suis venue parler, s'est excusée auprès de moi. Je ne dis pas que dans tous les cas, ça veut dire que le père est mal intentionné ou avait des tendances de pédophilie ou autre. Non, pas du tout, pas du tout. Donc un enfant, quand il va être dans cette position où il se dit qu'il peut se confier à sa maman et qu'il se sent protégé pour tout ce qu'il dira, premièrement, on le croira et deuxièmement, on le protégera. Le réel problème avec le fait que les victimes ne s'expriment pas le plus souvent, c'est que elles ont peur qu'on les croit pas en fait. Elles ont peur de briser des familles, elles ont peur de briser des couples, elles ont peur d'être pris pour responsable, parce que c'est souvent le cas. C'est plus simple en tout cas de mettre la faute sur celui qui dénonce que sur celui qui a commis l'acte, hein. Un peu plus en grandissant pour les préadolescents, adolescents, ou même les jeunes femmes, c'est de faire comprendre à son enfant que sa vie sexuelle lui appartient, sa vie sexuelle lui est intime, mais aussi qu'il comprenne qu'il peut vous demander de l'aide s'il en a besoin. Pour les jeunes filles, par exemple, qui ont des partenaires et pour les cas où les agressions ne se passent pas toujours au sein de la famille, mais à l'extérieur, soit un petit copain ou, bref, que sais-je, un ami ou un partenaire sexuel d'une fois, faites comprendre à votre fille avant qu'elle ait des relations, des rapports sexuels, c'est de lui faire comprendre que elle a le droit d'avoir la sexualité qui lui convient et qui lui plaît. Et quelles que soient les émotions ou l'amour que votre fille peut ressentir pour la personne avec qui elle entretient ses rapports, c'est de penser d'abord à soi en fait.
faut lui faire comprendre elle n'a pas à accepter des pratiques euh, qu'on lui impose lors d'un rapport sexuel si elle n'est pas d'accord avec ça. Le viol, c'est pas juste qu'une personne t'agresse parce que tu lui avais dit non. Le viol, ça peut survenir aussi après avoir couché avec une personne, vous savez. On peut avoir un rapport tout de suite avec quelqu'un, puis 15 minutes après, votre partenaire, j'en sais rien, il n'est pas satisfait, puis il en veut encore. Mais vous, vous en avez plus envie, en fait. Et vous le faites comprendre que vous voulez pas. Mais lui, il force, et vous avez ce rapport-là. Donc, c'est pas parce qu'on a couché une fois qu'on peut coucher 2 fois alors que je dis non. Si je dis non la deuxième fois, et que tu le fais, ben c'est un viol. Il faudrait faire comprendre à nos filles que même oui, dans ces cas-là, faut qu'elles parlent en fait, faut qu'elles se sentent à l'aise et libres de se confier à quelqu'un de proche. De préférence, les parents, mais il y a aussi des amis de qui nous sommes très proches et en qui nous avons vraiment confiance. Prévenez en fait. Éduquez vos enfants sur la sexualité. Je ne trouve pas normal que ce soit tabou de parler de la sexualité dans une maison avec ses enfants. Il n'est pas là question de s'asseoir et de demander à nos enfants quelles pratiques ils font et quelles pratiques ils ne font pas lors de leur rapport sexuel. Il n'est pas question qu'on sache la fréquence à laquelle nos enfants ont des rapports sexuels, quand ils les ont et avec qui ils les ont. Non, là, il n'est pas question de ça. Je pense qu'en tant que parent, du moins en tant que mère, c'est important de savoir quand ta fille a commencé à avoir une vie sexuelle active. Ça, c'est pas normal qu'on puisse être dans une maison. Vous savez pas quand vos enfants commencent à avoir leur rapport sexuel. Moi, je trouve que c'est pas normal en fait. C'est pas normal. Ça devrait être discuté. Ça devrait être discuté dans un climat de confiance et de respect. Ça devrait être discuté. Si vous mettez un enfant dans un environnement où il ne sent aucune gêne à parler de sa sexualité, enfin, à parler de sa sexualité à proprement parler, je ne parle pas de la pratique sexuelle en elle-même, mais du sujet de la sexualité. À mon avis, un enfant dans cet environnement-là aura beaucoup plus de facilité à se confier à ses parents, que ce soit à son père ou à sa mère, si il vit de telles agressions de la part de son père ou de sa mère, en fait. Parce que oui, il y a aussi des femmes qui violent leurs enfants, en fait. Aussi incroyable que cela puisse paraître, malheureusement. C'est vraiment important que vous protégiez vos enfants, en fait, parce que si les enfants ne sont pas protégés au sein même du foyer, du socle familial, ils ne seront pas protégés à l'extérieur. C'est aux parents de prendre leurs responsabilités et de protéger leurs enfants, parce que même la justice ne protégera pas vos enfants, en fait. La justice, oui, c'est bien, elle rétablit plus ou moins l'ordre, mais la justice, malheureusement, est faite par les hommes. Et comme les hommes font tout à la limite de leur connaissance, forcément, ils pourront jamais être protégés à 100%. Père, mère, prenez vos responsabilités et protégez vos enfants. Protégez vos enfants de vous-même, protégez vos enfants de vos partenaires, protégez vos enfants de la famille, de vos frères, de vos sœurs, de vos amis. Protégez-les de tout le monde en fait. Parce qu'un enfant, c'est de votre responsabilité. Tout ce qu'il vivra dans votre foyer sera de votre responsabilité en fait. Vous savez, le viol en lui-même est très grave et dévastateur. Mais les conséquences liées à cet acte sont encore plus dévastateurs. Vous n'avez pas idée. Par exemple, il y a plein de personnes qui m'ont demandé comment je me sens, comment je vis, est-ce que j'ai réussi à passer au-dessus de ça, à quoi ressemble ma vie au quotidien, euh, tout ça. Oui, je me sens mieux. Je me sens mieux dans le sens où j'ai cheminé, j'ai fait plusieurs étapes, j'ai traversé plusieurs étapes pour me sentir un peu mieux aujourd'hui. Mais dire que je suis guérie, dire que je me sens bien, enfin, je veux dire, je suis au top de ma forme, c'est pas vrai. J'ai vécu des moments plus durs que d'autres. Je les ai pas mentionnés, mais par exemple, j'ai tenté de me suicider 2 fois. Euh, Ça, c'est des choses que pas beaucoup de gens savent. J'ai fait des dépressions. J'en sors d'ailleurs d'une. Je fais de l'angoisse. Euh, j'ai connu l'échec scolaire. Il y a tellement de conséquences, vous pouvez pas. Et même nous, les victimes, parfois, on ne se rend pas toujours compte que tout ceci est lié, en fait. Tout ce qu'on vit, le rejet, par exemple, euh, la complexité des rapports qu'on a avec les autres, euh, tout ce qu'on vit est lié à ces actes-là. Après, oui, il y a des gens qui n'ont pas vécu des viols et qui vivent ces choses-là, malheureusement.
Mais la plupart des gens aussi qui ont vécu des viols connaissent certainement toutes ces séquelles-là, en fait. Et ça prend du temps. Pour certains, ça a pris toute une vie. Pour d'autres, ça a pris peut-être moins d'années. Mais en tous les cas, ça prend le temps. Ça prend du temps pour guérir. On m'a demandé aussi si je me soigne. Oui, je me soigne. Je me soigne. Je suis une thérapie, c'est-à-dire que je consulte un psychologue de façon hebdomadaire. Et je suis une thérapie, en fait. Au début, c'était pas le cas, mais maintenant, oui, j'ai pris conscience de vraiment ces séquelles et que tout ce que je vivais dans ma vie était directement relié à ces actes-là. Tous les questionnements, les remises en question que j'avais sur ma personne, des choses euh, que je vivais et que j'interprétais parfois étaient liées à ça. Donc, franchement, j'ai décidé de me prendre en main et d'arrêter de souffrir. J'investis temps et argent euh, dans ma santé mentale, dans mon bien-être euh, et dans mon âme, dans mon esprit aussi. Je ne sais pas si toutes les personnes qui regarderont cette vidéo sont croyantes, mais moi en tout cas je le suis et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée aussi avant même de commencer mes thérapies. Je me suis remis beaucoup à l'éternel, je prie. Je prie, j'ai appris à prier énormément sur ça. L'Éternel m'aide en fait. C'est sûr que je ne vais pas prier sur ça quotidiennement, tous les jours, Seigneur guéris-moi, Seigneur guéris-moi. Non, j'ai prié sur ça pendant un temps et je crois que le Seigneur me guérit. Et je dois faire ma part aussi pour compléter cette étape-là. Aujourd'hui, j'ai le courage et j'ai cette force d'être en face d'une caméra pour en parler. Il y a quelques années, j'aurais certainement jamais eu le courage de faire ça parce que j'aurais été beaucoup trop fragile. Je suis toujours vulnérable, ça c'est sûr, mais je ne suis plus fragile. Je suis plus fragile. Je peux en parler et je peux me protéger des personnes euh, qui sont mal intentionnées vis-à-vis de moi parce que j'ai aussi compris grâce à mon expérience que la vulnérabilité, ça se lit en fait sur ton front. C'est vrai que de l'extérieur, je suis quelqu'un de caractériel, fort tempérament, mais je suis quelqu'un de vulnérable. Et je pense que les prédateurs le voient. Tu n'as pas besoin de parler ou de faire quoi que ce soit. En tout cas, une personne, un prédateur, euh, voit, reconnaît des personnes vulnérables. Et oui, j'ai été confrontée à ce genre de personnes aussi. Et Dieu merci, grâce à mon histoire et à mon expérience, je réussis maintenant à reconnaître ces gens qui sont pas là pour mon bien, en fait, qui sont là pour tirer profit de ma personne. Et je sais m'en éloigner. Il y a des personnes qui m'ont demandé si j'étais soutenue dans cette démarche-là, euh, aussi si, où se trouvait mon père en fait, s'il était déjà en prison ou comment ça se passait. Dans mon cas, malheureusement, enfin, ou heureusement d'ailleurs, non, je ne suis pas soutenue par ma famille, enfin par ma famille, par ces gens-là, aucun d'entre eux d'ailleurs. Et Dieu merci, je suis à l'étranger et je ne subis pas ce rejet-là au quotidien en fait. Ici, j'ai ma petite vie, euh, j'ai créé mon cercle, j'ai des amis, je travaille, j'étudie. Au début, j'en ai souffert, j'ai beaucoup souffert de ce rejet-là et de ce mépris, en fait, d'être tenu responsable finalement de ce que moi-même j'ai vécu et que le coupable soit carrément blanchi de tout acte en fait. Hein. Aujourd'hui, je le vis plus aussi mal parce que je me suis faite, j'ai compris que la famille, c'est pas toujours là où on est né, c'est pas toujours les gens avec qui on partage notre sang. La famille, c'est les gens qui nous aiment et c'est les gens qu'on aime, c'est les gens qu'on choisit et qui se soucient de nous au quotidien. Ce sont ceux-là, la famille. Et aujourd'hui, oui, moi j'en ai une famille. D'ailleurs, je remercie toutes ces personnes-là qui me soutiennent au quotidien, qui m'encouragent dans ma démarche et dans mon combat aujourd'hui. Euh, En tout cas, elles se reconnaîtront, toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien. Je ne vais pas citer de nom, mais je vous fais plein de bisous et je vous dis merci. Et puis, ce monsieur, mon géniteur, est en prison depuis en 2020, depuis l'été 2018. Quand j'ai déposé ma plainte, il avait été interpellé tout de suite. Il a été mis en détention provisoire, c'est-à-dire en prison en attendant son procès et son jugement en fait. Donc, voilà tout. Toutes les personnes qui m'ont écrit, je vous encourage à faire ces démarches certaines, en commencer les démarches de plainte, je vous encourage dans cette voie-là.
euh, ne perdez pas courage, ne vous laissez pas impressionner ou abattre. Il se pourrait qu'à la fin de votre démarche, vous n'ayez pas gain de cause. Il se pourrait qu'à la fin de votre démarche, vous ne récoltez pas la reconnaissance que vous aurez voulu concernant votre histoire. Mais ne reposez pas tous vos espoirs de guérison sur cette démarche. Néanmoins, c'est une étape importante dans le chemin de votre guérison. Ne perdez pas courage et continuez. En tout cas, moi, je vous encourage, je vous soutiens d'où je suis. Que la paix soit sur vous et que l'amour de l'Éternel vous guide. Je vous fais plein, plein, plein de bisous et je vous dis à la prochaine!